Bienvenue à cette troisième séance. Donc aujourd'hui, on va vraiment commencer avec les algorithmes quantiques et surtout avec le modèle de calcul. Donc on va décrire qu'est-ce que sont les circuits quantiques, comment les utiliser. Et on verra quelques premiers algorithmes. Et donc on est rentré dans cette deuxième partie du cours, qui sont vraiment les bases algorithmiques. Donc on va voir les concepts du calcul et les premières briques de base vraiment fondamentales pour écrire des algorithmes plus compliqués. Et donc on est aujourd'hui le 5 mai et on aura un séminaire associé au cours qui montrera quel type de langage on peut utiliser pour manipuler les algorithmes et raisonner dessus. Ce sera donc un cours donné par Simon Perdry, un séminaire bien sûr. Alors sur la page du cours, j'ai mis un petit récapitulatif aussi condensé possible des notations qui peut être utile pour ceux qui n'auraient pas forcément vu les deux premières leçons. Donc c'est très compressé, c'est vraiment juste pour être d'accord sur les notations. Alors avant de commencer, je voudrais parler un peu de la genèse du calcul, à la fois classique et quantique, parce que ça se reproduit, l'histoire se reproduit. Donc c'est intéressant de comprendre ce qui s'est passé pour le calcul classique, pour apprécier ce qui se passe actuellement pour le calcul quantique. Alors, bien sûr, très brièvement, je vais surtout parler pour le classique des tout débuts. Et donc, tout début est arrivé d'abord le modèle de calcul défini par Church et Turing. Et ils ont fini dans ce qu'on appelle les machines de Turing ou encore le lambda calcul, qui a permis de définir ce qui était calculable par un procédé automatique. Ces machines ont été montrées universelles, c'est-à-dire en gros, le concept d'ordinateur existait, une seule machine pouvait faire tous les programmes. À cette époque-là, l'accès à la mémoire était séquentiel, donc on y allait étape par étape, on se déplaçait comme un long ruban, et on allait à gauche ou à droite. Alors il est intéressant de voir la progression des modèles de calcul avec la technologie. Et donc un autre modèle est arrivé rapidement, qui s'appelle les circuits logiques. Et les circuits, bien sûr, nous rappellent bien sûr les circuits imprimés. Ils sont aussi adaptés au calcul parallèle. Ensuite est arrivé le concept de machine RAM, qui utilisait bien sûr le développement des mémoires rapides, et qui, à l'époque, et qui permettait d'accéder de façon schématiquement à n'importe quel endroit de la mémoire instantanément. Et donc on avait un accès direct et plus séquentiel. Et puis, bien sûr, beaucoup d'autres modèles se sont développés. On parle de calcul parallèle, maintenant de réseaux de neurones. Le but, ce n'est pas de tous les développer. Et donc, ce que nous dit la thèse de Church-Turing, c'est que tous ces modèles de calcul se simulent l'un l'autre. Et il y a une variante quantitative ou dite algorithmique qui dit, au fond, ils se simulent efficacement. Okay, donc, on reviendra sur ça. Et donc, en parallèle, j'ai mis quelques langages de programmation. On voit que cette évolution de modélisation et technologique s'est accompagné bien sûr de langages de programmation qui ont permis de programmer ces machines et aussi de raisonner dessus. Ça, c'est ce qui s'est passé donc, en informatique classique, de façon schématique et vraiment les premières années. Alors, jusqu'à ce que, bien sûr, en 1981, Richard Feynman pose la fameuse question, est-ce que les systèmes quantiques peuvent être simulés par un ordinateur classique, on disait probabiliste? Et cette question était très importante pour les physiciens. Et cette question a été posée dans un exposé inaugural à la première édition d'une conférence très importante en 1981. Et d'ailleurs, les 40 ans de cette édition sont demain, donc le 6 mai. Et il y a un événement spécial qui est organisé sur Internet, donc je vous invite à y aller, avec bien sûr de grands noms de l'informatique quantique qui vont faire des exposés. Et donc, dans son exposé, globalement, Richard Feynman apportait des réponses pour dire que sans doute ce ne serait pas possible. Et c'est intéressant de voir que les arguments qui étaient avancés étaient qu'il y avait une explosion, sans doute exponentielle, des ressources nécessaires. Alors que ce soit en temps ou en espace, il fallait choisir, mais il y a une explosion exponentielle des ressources, qui fait que quelque part, la version quantitative de la thèse de Church-Turing pouvait poser problème, d'autant plus qu'il avançait que si un ordinateur pouvait utiliser les phénomènes quantiques,
pour le calcul proprement dit, pas uniquement d'un point de vue technologique pour les processeurs, transistors, mais vraiment pour calculer de façon différente, sans doute qu'il serait possible de simuler des phénomènes quantiques, enfin des gros systèmes quantiques. Il est intéressant qu'il ne savait pas si ce serait possible. Il disait sans doute ce serait possible, mais il n'avait pas l'algorithme tout de suite en tête. Et donc, après, à partir de là, il y a eu un grand développement, comme on le sait, de l'informatique quantique, en plusieurs étapes. C'est très intéressant de voir que d'abord, il y a une construction vraiment théorique, où on revoit ici ce que j'ai présenté tout au début, donc la genèse, donc machine de Turing quantique, quelques premiers algorithmes, mais visiblement artificiels, une machine quantique universelle, donc il suffit d'en construire une seule. À partir de là, le modèle semblait fiable, donc du coup, la communauté algorithmique complexité s'est intéressée au problème, et il y a eu un développement algorithmique. Alors, il est intéressant que voilà, le premier gros développement qui a à la fois inquiété et mis un certain dynamisme, c'était l'algorithme de Simon puis Shor, qui remet en cause une partie de la cryptographie moderne, notamment le chiffrement à clé publique. Et quasiment en même temps, il y a aussi eu une vague de protestation disant, au fond, ce modèle n'est pas viable parce qu'il y a énormément d'erreurs dans le contrôle de systèmes quantiques et vous n'avez pas de code correcteur quantique, donc vous ne pourrez jamais construire d'ordinateur. Et heureusement, Peter Shor, une année après son algorithme, a trouvé des codes correcteurs quantiques. Donc le système, sur le papier, le système de calcul quantique peut exister. Bien sûr, d'un point de vue technologique, on n'en est pas là. Et la réponse à Feynman, donc est-ce qu'on peut simuler un système quantique, est arrivée aussi très rapidement en 1996. Et à partir de là, vraiment, il y a eu un développement dans beaucoup de directions. Alors ça, c'est voilà, un survol rapide. Et donc aujourd'hui, on va s'intéresser à la première partie. Okay. Et au passage, on va, tout à la fin du cours, on verra qu'on remet en cause effectivement la thèse de Church-Turing. Donc j'aurai un théorème. Et l'analogue de mon premier transparent, c'est de montrer un peu aussi l'évolution des modèles, de la technologie et des langages de programmation pour le calcul quantique. Donc quand je faisais les premières années où je faisais, il y a 15 ans ce cours, je n'avais pas de langage de programmation. Maintenant, j'ai des langages de programmation sur lesquels je peux me reposer. Et donc on a une évolution au début assez similaire, machine de Turing, circuit, puis on voit là des modèles de calcul vraiment propres au modèle quantique, donc il fallait s'y attendre, qui sont adaptés. Et Simon Perdry nous parlera entre autres du calcul par mesure. Le calcul adiabatique est adapté pour la simulation quantique, par exemple. Et on a aussi un modèle qui émerge, qui est l'équivalent du calcul à RAM, donc avec des mémoires à accès direct. Peut-être la petite différence, c'est qu'en général, ces modèles de calcul, pour nous, sont en avance sur la technologie. Bien sûr, on n'a pas encore de technologie. Donc voici les débuts. Donc on voit qu'on a commencé doucement, 2, 5 bits, qubits quantiques avant les années 2000. Et effectivement, on a un peu une explosion depuis quelques années. Donc on est actuellement autour de 50-100 qubits. Avec, donc je ne suis pas un physicien, mais je suis quand même les technologies qui émergent. Donc j'en ai mis ici 2, les superconducteurs et trappes à ions. Donc on voit beaucoup d'industriels qui participent à cet effort technologique. Et ce qui est intéressant, donc les trappes à ions sont un peu le nouveau challenger. Donc les trappes à ions par une start-up IonQ et à Atom par une start-up française, pour le coup, ça je l'ai noté, Pascal, qui est en compétition en termes de nombre de bits quantiques. Donc c'est intéressant de voir ce qui va se passer. Il y a des prévisions vraiment très optimistes, et là je ne peux pas les juger, je ne fais que citer ces industriels, que peut-être que l'année prochaine on pourrait aller à 1000 qubits et vers 2030 à 1 million. Et les langages, justement, on voit qu'il commence à y avoir beaucoup de langages développés en partie par les industriels, mais aussi par le monde académique. Et pour ce cours et les suivants, je vais souvent me reposer sur le langage Qiskit, qui est très agréable d'un point de vue pédagogique et qui permet aussi d'interagir en direct avec leur machine quantique dans le cloud. Donc il y a un aspect quand même un petit peu sympathique. Ce n'est pas les seuls à faire ça. J'ai fait ce choix pédagogique, mais il y en a d'autres. Donc voilà, c'est ce qu'on va regarder dans ce cours, c'est les circuits quantiques.
Dans le séminaire, il y aura le calcul par mesure, entre autres, et j'aurai des exemples avec Qiskit. OK, donc on peut commencer par rentrer vraiment dans le cœur du sujet. Que sont les circuits quantiques? Alors bien sûr, si vous avez une connaissance de ce que sont les circuits analogiques, ou logiques, pardon, les circuits logiques, cela vous aidera. Donc c'est un modèle de calcul qui existe en calcul traditionnel, donc c'était naturel de le considérer en calcul quantique. On peut se demander pourquoi je parle aujourd'hui de circuits quantiques lorsqu'on a commencé à définir plutôt des machines de Turing quantiques. En fait. Alors déjà, d'un point de vue technologie, on sent que les circuits quantiques sont des matériaux, des dispositifs électroniques quantiques qui commencent à exister. Donc on tend travailler avec des choses qui commencent à exister. Mais il y a d'autres avantages. Donc, les avantages, donc, déjà, bien sûr, sont les analogues de circuits logiques. Ils sont universels pour le calcul, donc ce n'est pas une restriction. Et on va voir, ils sont vraiment très adaptés pour décrire simplement des transformations unitaires, qui sont donc les objets de base du calcul quantique. Et les machines de Turing sont un peu plus compliquées à manipuler. D'un point de vue informatique, donc, comme j'ai dit un peu rapidement tout à l'heure, ils sont vraiment adaptés pour l'apprentissage, et notamment pour la programmation. Alors, ce que j'ai représenté là à droite, c'est un petit exemple. Je me suis un peu amusé. Donc si vous allez sur ce site, vous pouvez à la main dessiner un circuit quantique. Alors, je n'ai pas défini ce qu'était un circuit quantique, mais on a une petite intuition avec le cours précédent. On avait fait un petit circuit qui créait une paire EPR. Et donc, je l'ai reproduit ici. Donc là, j'ai 0, 0 en entrée. Là, cette porte, c'est la porte de... là, c'est la porte négation. Là, c'est la porte de Hadamard. Et puis là, je fais un contrôle note. Okay. Et donc, j'ai mis une porte négation ici, juste pour changer un petit peu. Comme ça, l'état qu'on crée, ce n'est pas 0, 0 plus 1, 1, mais c'est 0, 0, moins 1, 1. Et après, donc, alors ce qui est intéressant, donc on verra tout à l'heure, c'est que ça me crée automatiquement le programme dans le langage qui est développé par IBM, donc Qiskit. Et puis, je peux le simuler directement sur la machine. Alors, on s'attend donc, comme l'état est 0, 0, moins 1, 1, à n'observer que 0, 0 et 1, 1 avec probabilité 1 demi. Et donc, on lance la simulation, donc c'est effectué plusieurs fois. Et on voit effectivement là, les probabilités de 0, 0 et 1, 1, puis on voit quelques erreurs. Donc il y a des erreurs. C'est normal, c'est une machine réelle, physique, il y a quelques erreurs. Alors d'un point de vue technologique, donc on le voit, grâce au circuit, on peut faire des expériences dans le cloud, et on peut aussi faire ces fameuses expériences de suprématie quantique. Donc ça, je ne vais pas le développer aujourd'hui, parce qu'il y aura un séminaire dédié pour cela. Mais rapidement, l'expérience de Google dite de suprématie quantique revenait à construire aléatoirement un circuit quantique, encore une fois. Et on observait le résultat, et le résultat était probabiliste, selon une probabilité de distribution difficile à simuler, classiquement. Donc voilà, voici tous mes arguments pourquoi il faut vraiment s'intéresser au circuit quantique. Alors, qu'est-ce qu'un circuit quantique? Alors, un circuit quantique est fait de briques de base qui sont des portes. Et les portes, c'est simplement des transformations unitaires, comme on l'a dit précédemment. Donc, ce n'est pas des mesures, c'est des transformations unitaires qui agissent sur peu de qubits. Alors, peu, il faut dire combien. Bon. Donc, un nombre constant. Et d'un point de vue pratique, je me limiterai toujours à 3. Okay. On verra, ce n'est pas une contrainte. On va tout de suite voir pourquoi. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec les portes? On peut les composer, bien sûr. On peut les assembler entre elles. Première composition naturelle, c'est si j'ai un système ici sur, je sais pas, 2 ou 3 qubits, peu importe, je peux faire une première porte, puis une deuxième. Dans ce cas-là, je fais simplement la composition des portes. Comme ces portes sont des transformations unitaires, donc ils sont définies par des matrices unitaires, ça revient à multiplier les matrices entre elles. Ce que je peux faire aussi, c'est plus intéressant, c'est les composer en parallèle. Donc j'ai un premier système où je vais faire une première porte, un deuxième système en dessous, je vais faire une deuxième porte. Donc on avait vu la dernière fois, quand on avait deux systèmes, on les composait par un produit tensoriel. Et donc on peut définir le produit tensoriel de portes. Ça, on l'avait fait la dernière fois.
Et un circuit, eh ben, c'est simplement la composition de ces deux règles. Donc, quand on écrit, bien sûr, donc une porte sur... Ici, c'est une porte de rotation sur un seul bit quantique. Qu'est-ce qui se passe sur les autres bits? Ben, on ne fait rien. Donc, ça revient à faire de tensoriser avec l'identité. Et puis, donc, je compose ici la rotation sur le dernier bit quantique et l'identité sur les autres. Là, le contrôle note. Et puis là, j'ai simultanément le Hadamard en haut et le contrôle note en bas. Alors, on va faire des algorithmes, hein, donc c'est important de parler de complexité, de difficulté, si vous voulez. Donc il y a quelque chose qui est naturel en termes de mesure de la complexité d'un circuit décomposé en portes. C'est le nombre de portes, donc on appelle ça la taille souvent, et la profondeur, c'est-à-dire le nombre de portes qu'un fil, un qubit, va rencontrer. Donc ici, on vérifie, la profondeur est 2. Donc la profondeur est adaptée au calcul parallèle en complexité classique. Donc il y a des travaux qui s'intéressent à ça aussi en quantique. Et la taille est adaptée au temps, voilà, parce qu'il faut réaliser le circuit, donc il faut mettre toutes les portes. Alors le gros théorème, c'est que ce modèle de calcul fait sens. Pourquoi? Parce que n'importe quelle transformation unitaire, sur peu importe le nombre de bits quantiques que vous avez, vous pourrez toujours la décomposer avec des portes qui agissent sur au plus 2 bits quantiques. Donc ici, j'ai mis 3 par commodité, vous voyez, mais j'aurais pu même m'arrêter à 2. Mais souvent, quand on travaille, c'est plus agréable d'aller jusqu'à 3, voire même 4, peu importe. On voit qu'on ne change rien, on peut décomposer ensuite en petites portes. Alors, ce résultat semble tout à fait naturel, parce qu'en calcul logique, on peut tout faire avec ou négation, puis on peut rajouter et par simplicité. Mais ce résultat est quand même assez surprenant en quantique, parce que ici, j'ai quand même toutes les transformations unitaires, toutes. Donc c'est un espace qui est continu, qui n'est même pas dénombrable. Ça, c'est un très beau résultat. Et en fait, on peut même le préciser. C'est ce que je vais essayer de faire. En fait, il n'y a qu'une seule porte sur 2 qubits qui est importante, c'est ce fameux contrôle note. Et ensuite, il me faut en revanche là, toutes les portes sur un bit quantique. Il me faut un ensemble continu si je veux pouvoir générer un ensemble continu. Et il y a un résultat de complexité, c'est que n'importe quelle transformation unitaire sur n bits quantiques, je vais pouvoir la décomposer avec un nombre de portes que je peux borner. N fois 4 puissance n, où n, c'est le nombre de bits quantiques. Alors, j'ai besoin d'un peu de bits de travail, éventuellement. Ça, je reviendrai sur ça, on verra pourquoi. Alors, sommes-nous satisfaits ou pas? Ça dépend. Quand on est informaticien, avoir un nombre de portes de base nécessaires, infini, voire même continu, est un peu troublant. J'aimerais, comme dans le cas logique, avoir 2-3 portes et travailler qu'avec celle-ci d'un point de vue technologique, même ce sera sans doute beaucoup plus facile. Et c'est possible aussi. Alors bien sûr, là, si on veut donc un nombre fini de portes, on ne pourra pas réaliser exactement toutes les transformations unitaires, vu que c'est un espace continu. Donc on peut réaliser, on ne peut qu'approcher une transformation unitaire et pas forcément exactement. Alors, pareil, donc là je mets quelques résultats, mais il y en a beaucoup. Donc le premier, c'est la porte de Hadamard, le contrôle note, toujours, et une rotation d'angle pi sur 4 suffisent à approcher tous les circuits, toutes les transformations unitaires, et donc tous les circuits potentiels. Alors cette base est intéressante, là on ne va pas en parler, parce qu'elle est ce qu'on appelle tolérante aux erreurs, c'est-à-dire qu'on peut mettre par-dessus un code correcteur et s'assurer que le calcul reste fiable tout durant. Donc ce n'est pas un sujet qu'on va aborder, mais c'est dans la suite des travaux de Shor, c'est très important que ce genre de base existe. Là, j'en ai mis une autre qui est sympathique parce que j'ai pas besoin de rotation, quoi. J'ai juste notation, la négation, contrôle note, et la racine carrée de la porte de Hadamard, donc la porte qui au carré fait Hadamard. Il y en a une autre qui est aussi intéressante, où ici je m'interdis les nombres complexes. Donc en fait, on peut toujours se débrouiller pour ne pas avoir de nombres complexes. Donc c'est une famille universelle pour réaliser toute transformation unitaire, mais qu'à coefficient réel. Et donc c'est intéressant parce que ici je vois la porte de Toffoli, donc j'ai contrôlé 2 fois, c'est sur 3 bits. Et on va revenir, mais la porte de Toffoli est universelle pour le calcul logique. Donc on rajoute le note juste par commodité. Et en gros, note et Toffoli, tout comme tout à l'heure,
note et contrôle note sont des portes classiques. Si en entrée j'ai des bits classiques, en sortie j'ai des bits classiques. Donc on voit que dans ces deux systèmes, il suffit de rajouter qu'une seule porte qui est quantique. Donc par exemple le fameux Hadamard, qui est après la seule chose qu'on a utilisée jusqu'à maintenant. Donc le Hadamard suffit pour être universel pour le calcul quantique. Donc c'est assez joli. Alors bien sûr, ce qui est important, c'est que la complexité, la taille du circuit ne dépend pas du nombre de portes que vous allez choisir, à une constante multiplicative près. Alors, quand on parle de complexité, on peut se poser la question, et ça c'est un résultat analogue qui se passe en circuit logique, c'est combien de portes faut-il? Eh bien, si vous prenez une transformation unitaire au hasard, il en faut beaucoup. Il en faut en gros un nombre exponentiel de puissance n. Voilà. C'est naturel. Alors, il faut apprécier ici que tous ces résultats semblent une simple extension du calcul logique, mais ils ont été très difficiles à obtenir. Et c'est des maths vraiment très différentes. Alors moi, j'ai juste utilisé ça en me disant, voilà, je peux donc raisonner sur, en ayant à ma disposition un contrôle note, toutes les portes à un bit quantique. Ce n'est pas un souci, parce que d'un point de vue pratique, je pourrais me ramener à un nombre fini de portes si je voulais. Donc ça me soulage d'un point de vue rédaction, conception d'algorithmes quantiques. Je peux supposer que j'ai toutes ces portes disponibles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire calculer une fonction avec un circuit? Donc, un circuit, c'est un ensemble de portes là, que j'ai écrit, qui vont se composer. L, c'est le nombre de portes, ce que j'ai choisi comme paramètre. Et calculer une fonction, ça veut dire qu'on a une entrée et une sortie. Donc, il va falloir mettre l'entrée quelque part dans le circuit. Donc, je vais choisir un certain nombre de bits quantiques dans lequel je vais mettre mon entrée, donc ici x. Et les autres, je dois mettre quelque chose. Donc je mets 0. C'est l'espace de travail. Au début, il est à 0. Ensuite se passe le circuit. Et à un moment, il faut que je regarde le résultat. Et donc je mesure. Je mesure, je vais donc avoir un résultat qui va être probabiliste. Et quand est-ce que je dirais que je calcule bien une fonction? Donc là, j'aurais dû mettre grand F, mais je pense que c'est clair. Quand est-ce que je calcule bien une fonction? Lorsque je vois souvent la valeur que j'espère calculer, donc avec une probabilité assez grande, donc qui dépend d'un paramètre epsilon, donc probabilité au moins 1 moins epsilon, je calcule la valeur, donc j'observe la valeur attendue. Et donc la taille d'un circuit, j'ai déjà dit, c'est le nombre de portes utilisées, donc la complexité de la fonction, ça va être le nombre de portes dont j'ai besoin. Alors, il y a deux complexités en fonction des cas, soit exact, soit approché. Donc exact, c'est quand je n'ai pas d'erreur, et approché, c'est donc quand j'ai une erreur. Et en pratique, le taux d'erreur, epsilon, on prend une constante. Donc suffisamment petite, un tiers suffit. Alors pourquoi ça suffit? Parce qu'il suffit de répéter plusieurs fois et prendre la majorité des résultats. Donc ça, c'est un résultat très classique en informatique. Si je répète log 1 sur epsilon fois, la majorité va me donner la valeur avec une erreur au plus epsilon. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, la taille de circuit ne dépend pas de la base choisie. Et donc là, ça va être la même chose. Bien sûr, la complexité de la fonction ne va pas dépendre du choix de la base. Donc ça, c'est bien. Alors bien sûr, à une constante multiplicative près. Et donc aussi, il faut que je le dise tout de suite, je travaille avec des bits quantiques. Ça va suffire encore pour aujourd'hui. À partir de la semaine prochaine, on travaillera avec des nombres. Donc on n'aura plus forcément des bits. Et donc, tout ceci peut s'étendre sur un système de calcul quelconque, quitte à tout encoder derrière en binaire, bien sûr. Donc, voici le modèle de calcul. Et il y a deux choses que j'aurais pu dire. Voilà. Donc, là, déjà, c'est un petit peu, quand je dis je répète plusieurs fois le calcul, je prends la majorité, on voit que je suis en train de faire des choses peut-être un petit peu pas que quantiques. Je suis en train de exécuter plusieurs fois le circuit quantique, de collecter les résultats, et de faire la majorité de ces résultats. Donc je suis en train d'interagir entre un circuit quantique et au fond un calcul classique. Donc on peut se demander si je ne suis pas en train de sortir de mon modèle de calcul. Donc la réponse est non, on ne sort pas du modèle de calcul. Donc c'est un résultat qui est agréable, qui est qu'on peut toujours repousser à la fin les mesures. Alors justement, on peut se poser la question,
comment cela est possible? Est-ce que je ne vais pas me limiter? Alors, par exemple, on pourrait imaginer qu'au bout on peut exécuter un certain calcul, un certain circuit quantique, observer le résultat, et en fonction du résultat, décider quel est le prochain circuit quantique que je veux appliquer. Donc, quelque part, contrôler le prochain circuit en fonction du résultat que j'ai obtenu. Et en fait, il existe un if then else quantique, donc, ce qui nous sauve. J'ai parlé du contrôle note, qui était si le premier bit est à 0, on ne fait rien. S'il est à 1, je fais le note. Et il est possible de généraliser ça à n'importe quelle transformation, n'importe quel circuit. Donc, ça s'appelle le contrôle, opération contrôlée. Donc là, je l'ai écrit de façon très simple, mais ça se généralise. Et bien sûr, donc là, je suis en train de rajouter un bit, et je peux après tout redécomposer en faisant diminuer le nombre de bits quantiques. Donc c'est une intuition pourquoi il est possible de toujours repousser à la fin les mesures. Je reviendrai là-dessus, parce que d'un point de vue pratique, peut-être qu'on n'a pas envie de faire ça. Et on a un théorème inverse, justement. C'est si j'ai un registre que je n'utilise plus, sur lequel je ne fais que des if then else, que des opérations contrôlées, ben en fait, je pourrais l'observer, ça ne changerait rien. Donc, j'ai une sorte d'équivalence. Observer ou pas observer un registre, ce n'est pas si important que ça, du moment qu'on ne fait que des opérations contrôlées dessus après. Donc ça, ce résultat est important, je le mets ici, et puis je le rappellerai lorsqu'on en aura besoin, soit aujourd'hui, soit la prochaine fois. Alors, on est prêt pour faire nos premiers algorithmes. Alors, j'ai vraiment fait le choix d'aller doucement, parce que je veux qu'on soit vraiment à l'aise avec le modèle, et puis qu'on ne soit pas perdu dans les calculs. Donc, donc je vais reprendre le cours historique. Le premier algorithme est vraiment le premier qui est arrivé pour moi à Deutsch, au moment où il a défini une machine de Turing quantique. C'est un problème à oracle. Donc un problème à oracle, au fond, c'est un concept assez standard en complexité. Il faut prendre l'oracle un peu comme une sous-procédure, une procédure qu'on peut appeler mais qu'on ne peut pas ouvrir. Une autre façon de voir, donc, c'est que cet oracle a une connaissance et il faut l'interroger pour obtenir de sa connaissance. Donc, dans ce cas, l'oracle possède une fonction qui envoie un bit sur un bit. Et on peut poser que deux questions, que vaut f de 0 ou que vaut f de 2. Donc on peut demander l'oracle d'évaluer la fonction. Et donc il faut une tâche, on doit décider si la fonction est constante. Okay. Donc qu'est-ce qu'on va mesurer ici comme complexité? C'est le nombre de questions. Alors classiquement, si je ne veux pas me tromper, je vous pose les deux questions. Alors quantiquement, bien sûr, donc, il va y avoir une différence. Une seule question en superposition suffit. Et voici le circuit. Et on va l'analyser. Alors ce circuit est proche de choses qu'on a pu voir. On voit un petit peu, si j'enlevais l'oracle, on aurait le circuit que j'ai présenté lors d'une des premières leçons, où c'était un tirage à pile ou face qu'on faisait deux fois et on revenait sur la première face de la pièce, donc, parce que Hadamard au carré fait identité. Et là, on met au milieu justement l'oracle. Donc c'est aussi un interféromètre pour les physiciens. Donc on va voir ce qui se passe. Alors, le petit souci quand même, c'est qu'est-ce que ça veut dire poser une question à l'oracle en quantique? Parce que là, ça doit être une transformation unitaire. Ça doit même être une porte. Okay. Ou un circuit. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, je vais vous demander de me croire pour le moment qu'une façon naturelle, c'est de faire ceci, c'est-à-dire de mettre dans le signe de l'amplitude le résultat de la valeur de la fonction. Donc, si je je définis une porte spéciale que j'appelle une porte requête à la fonction, une porte oracle. Mettre en entrée donc un bit B. En sortie, j'ai toujours un bit B, mais j'ai pu mettre un signe moins. Et dans cette notation, on voit que si f de b égale 0, en fait j'ai plus, et si f de b égale 1, j'ai moins. Donc je vais mettre un signe en fonction de la valeur de la fonction. Et bien sûr, si j'ai une superposition, on avait vu la dernière fois, cette porte s'étend par linéarité. Et j'utilise donc la porte de Hadamard, donc là je l'ai rappelé ici, qui étant donné un bit, va faire une superposition uniforme avec des amplitudes plus ou moins 1 sur racine de 2. Puis là aussi, le signe dépend du bit B.
Et donc, ce qu'on essaie de faire, c'est des interférences constructives et destructives. Et donc, après, on va passer un peu de temps pour comprendre pourquoi ça, c'est le bon modèle. Et c'est important. Donc, analysons calmement. Donc, ça permet juste de voir qu'on est bien avec les notations et faire quelques commentaires. Donc, on commence toujours notre circuit. Là. On voit que le circuit n'a pas d'entrée. C'est normal, parce que l'entrée, c'est l'oracle. Donc, une ressource pour mon calcul. Je commence, j'ai 0. J'appelle Hadamard, donc là, j'ai que des signes plus, que 0 sera sur 0 plus 1. Et là, c'est une sorte de parallélisation. On se prépare à poser en fait, les deux questions, 0 et 1. On appelle la fonction, donc une fois, ça c'est une question, parce qu'une seule porte. Et puis, je vais mettre le résultat de la valeur devant le 0 et le 1. Alors, c'est intéressant ici de regarder, essayons d'observer. Si j'observe 0 avec le carré de son amplitude, donc le signe disparaît, ça fait 1,5. Et 1 avec probabilité aussi 1,5. Donc il ne se passe rien. Donc on voit que faire que la parallélisation et appeler la fonction ne sert à rien. Okay, donc maintenant, il faut faire des interférences. Donc le deuxième Hadamard, en fait, a un rôle complètement différent. Il sert à faire des interférences. Donc le 0 là, s'en va sur 0 plus 1, avec un racine de 2 qui se factorise ici, et qui va donner 1,5 avec l'autre racine de 2. Et le 1 s'en va sur 0 moins 1. Et on regroupe. Donc on regroupe. Et là, il se passe des interférences. On voit qu'ici j'ai un plus, et ici j'ai donc un moins. Alors, il y a deux possibilités. Si f de 0 égale f de 1, alors ces deux nombres seront du même signe. Ce sera soit 1, 1, soit moins 1, moins 1. Donc j'ai une interférence constructive. Et donc l'amplitude ici sera 1 ou moins 1. En revanche, ici, j'aurai une interférence destructive. Donc quand la fonction est constante, j'observe toujours 0. Et quand elle n'est pas constante, j'observe toujours 1. Fin de la preuve. Bon, c'est une curiosité. Est-ce qu'on peut faire mieux? Donc heureusement, on peut faire mieux. Ça a pris un petit peu de temps en fait, que les gens s'intéressent au modèle de calcul, réalisent qu'on peut faire mieux. C'est presque surprenant. Peut-être qu'ils l'ont réalisé avant, mais que ça n'a pas été publié tout de suite. C'est aussi possible. Néanmoins, donc en 1992, Deutsch avec Richard Joscha ont publié un autre article, et dans cet article, il y a une généralisation. Alors là, on commence à avoir un paramètre n, donc des données un peu plus grandes. Donc la fonction est définie sur n bits, donc l'espace d'entrée est 2 puissance n, de taille 2 puissance n. Et toujours, le résultat, c'est 0,1. Puis il faut généraliser le problème. Donc là, on commence un peu à tricher. On regarde ce que l'algorithme précédent sait faire, et on en déduit quel problème il sait résoudre. Et donc, le bon problème, c'est constant ou équilibré. La fonction est soit constante, soit équilibrée. Alors, normalement, on devrait voir, donc là, j'ai fait un exemple n égale 4, donc on voit 2 puissance 4 valeurs, donc 16. La fonction, par exemple, ici, est constante, vaut tout le temps 0. Alors, équilibré, c'est plus intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire la moitié du temps 0, l'autre moitié du temps 1, mais vous ne savez pas où. Et pareil, on ne fait que poser des questions, ou que vaut f de x, pour le x de notre choix. Et on doit décider lequel des deux cas. Alors, il y a une promesse, voilà, l'oracle ne peut pas tricher, la fonction est constante ou équilibrée. Alors, des fois, je dis balancée, parce qu'en anglais, on dit balanced. Alors, le point de vue classique, si on ne veut pas faire d'erreur, on peut ne pas avoir de chance. On peut, même si la fonction ici est balancée, peut-être que je la questionne ici, 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 donc j'ai vraiment pas de chance, je tombe toujours sur 0 alors qu'elle est balancée. Donc, si je veux vraiment être sûr, il faut que je pose plus que la moitié des questions possibles, avec juste une de plus, et donc voici, il est possible de démontrer que d'un point de vue classique, il faut ce nombre de questions, donc un nombre exponentiel. Et d'un point de vue quantique, encore une ne suffit. Voilà. Sauf que je vais avoir besoin, bien sûr, de n bits quantiques, ne serait-ce que pour interroger la fonction. Alors c'est impressionnant, puis si on s'assoit un peu, peut-être pas si impressionnant, parce que, au fond, calcul classique, j'ai le droit d'être probabiliste, de tirer des bits au hasard. Et si je pose des questions au hasard, il faudrait vraiment que je n'ai pas de chance quand la fonction est équilibrée pour que je tombe toujours sur 0, par exemple. Et effectivement, si je veux me tromper avec une erreur au plus epsilon, il suffit que je pose un nombre de questions log de 1 sur epsilon. Donc c'est vraiment très très peu. Une erreur 1% va me faire un log peut-être de taille 3, donc c'est vraiment 4, c'est vraiment très petit. Donc ce n'est pas si extraordinaire. Néanmoins, il y a une séparation, parce qu'ici, je n'ai pas d'erreur, puis ici, en quantique, je n'ai pas d'erreur non plus. Alors, qu'est-ce qu'est l'algorithme? Quasiment le même.
c'est ça qui est fabuleux. Je dis qu'on a observé l'algorithme pour deviner quel était le problème qu'il pouvait résoudre. Donc la fonction, on l'interroge toujours de la même façon. La seule différence, c'est ici, j'ai n bits quantiques, bien sûr. Je peux bien faire le moins 1 puissance f de x, parce que f de x est un booléen qui vaut soit 0, soit 1. Et puis, qu'est-ce que je fais avec mes bits quantiques? Avant, je faisais un Hadamard. Je vais faire un Hadamard sur tous. Donc, je fais un Hadamard sur mes n bits quantiques. Et là, il y a ce qu'on appelle une transformée de Fourier, en fait, qu'on appelle transformée de Fourier quantique. Et j'expliquerai la semaine prochaine pourquoi c'est une transformée de Fourier et pourquoi c'est important. Ici, on va simplement s'en servir. Il y a, je voudrais quand même une expression assez simple. Qu'est-ce qui se passe lorsque je mets en entrée x un mot de n bits? Donc, c'est un exercice, il suffit de faire le calcul, pas trop difficile. C'est un peu une généralisation de ce qui se passe avec un bit quantique. Donc, avec un bit, j'ai une superposition uniforme avec des signes plus moins. Si je mets un bit, je mets n bits quantiques, maintenant j'ai une superposition uniforme ici sur tous les mots de n bits. Et puis j'ai des plus ou moins 1 devant. Alors pourquoi il y a des plus ou moins 1? Parce que pour chacun des bits, j'ai des plus ou moins 1 qui vont donc se distribuer. Comme 2 fois un signe moins 1 va faire un signe plus, il y a une parité ici qui va être importante. Et effectivement, donc si je définis le produit ici, x fois y, entre deux mots de n bits, comme étant comme une sorte de produit scalaire, si je voyais les mots de n bits x, y comme des vecteurs, comme la somme des produits des bits bit à bit, donc x1, y1 plus x2, y2, la somme des produits, et je ne garde que la parité, donc modulo 2. Donc la parité de la somme des xi, yi est ce que j'appelle le produit entre deux mots de n bits. C'est quelque chose qui est très naturel en complexité. Et effectivement, il y a une structure algébrique, il y a une notion de transformée de Fourier ici, mais je n'en dis pas plus pour le moment. Et avec ces généralisations, je fais simplement le même circuit. Donc regardons ce qui se passe. Comme tout à l'heure, on commence cette fois-ci avec maintenant n bits quantiques. Je fais cette transformée de Fourier sur chacun des bits. Alors, il y a dans le cas simple où tout est à 0. Donc chaque 0 s'en va sur 0 plus 1. Donc j'ai une superposition uniforme sans signe. J'appelle la fonction avec ma porte. Alors c'est une porte effectivement qui pour le coup, c'est une super porte, elle agit sur n bits quantiques. Donc on verra encore une fois très bientôt pourquoi cela a un sens. Et encore une fois, si j'observe, là je ne vois rien, je vois juste un x au hasard. Donc je fais ma deuxième transformée de Fourier qui ici va générer des interférences. Alors chaque x s'en va sur une somme uniforme de y avec des signes qui sont ce fameux produit x fois y. Donc, arrivé là, on peut paniquer un peu. Je dis, comment je vais m'en sortir? Alors, il faut se rappeler qu'il n'y a que deux cas, f constante ou f équilibré. Et ce qui va bien se passer, c'est qu'il suffit de regarder l'amplitude sur l'état partout à 0. Le reste n'est pas important. Et pourquoi cela est agréable? Parce que quand y, bien sûr, égale partout 0, cette sorte de produit, il fait 0, donc il disparaît. Donc au fond, le calcul est simple. Je me retrouve quasiment avec la même somme que tout à l'heure. Vous vous souvenez d'ailleurs quelle était l'amplitude sur 0? C'était exactement cette somme sur 2 bits. Donc quelle est l'amplitude sur le mot de n bits partout à 0? La somme de ces valeurs. Et là, c'est là qu'on voit que le problème a bien été fait. Parce que si la fonction est constante, j'ai que des plus ou que des moins, donc tout le poids est ici. Ce nombre fait 1 ou moins 1. Et comme nous savons que la somme des carrés des amplitudes fait 1, si ici j'ai déjà 1 ou moins 1, c'est-à-dire que tout est ici. Donc si la fonction est constante, quand je vais observer, je vais obtenir que des zéros. Et si la fonction est balancée, tout ça, il y en a la moitié qui vaut plus, et 1, et l'autre moitié qui vaut moins 1. Donc cette somme disparaît. Donc j'observe un mot de n bits. Je ne vais même pas calculer lequel. Je sais qu'il n'y a pas que des zéros. Donc j'ai résolu mon problème. Soit je n'observe que des zéros, la fonction est constante,
soit j'observe au moins un bit quantique qui ne sera pas 0, et la fonction est équilibrée. Donc si je voulais continuer un peu le circuit, il faudrait que je fasse un OU logique de tous ces bits. Okay. Mais je ne vais pas le faire. Donc ce n'est pas si mal. C'est très artificiel. Okay. Et un algorithme probabiliste ne ferait pas si mal, c'est-à-dire qu'il pourrait s'en sortir avec un nombre constant de fonctions. Donc, bien sûr, la communauté n'était pas très satisfaite, mais c'est dit, il y a quand même quelque chose, il y a une transformée de Fourier. Regardons ce qui se passe dans les transformées de Fourier, regardons ce qu'on peut faire avec les transformées de Fourier. Et en fait, il y a, pour ceux qui connaissent un peu la théorie de Fourier, il y a des fonctions particulières qui s'appellent les caractères, et ces caractères sont exactement les fonctions liées au produit que je viens de définir. Et donc, on prend presque le même problème, sauf qu'on va rajouter une contrainte supplémentaire. Donc la fonction de tout à l'heure, maintenant, elle a une structure algébrique. La structure, c'est que c'est un produit a fois x. Donc c'est une généralisation d'une fonction linéaire, sauf que le produit, c'est donc la somme des produits des bits bit à bit, modulo 2. Alors là, j'ai utilisé la notion parité. Donc c'est la parité de tout ça, c'est pareil que la somme modulo 2. Et ça, c'est la généralisation d'une fonction linéaire. On sait que transformée de Fourier devrait aider. Et le but, c'est de trouver A. Je veux trouver ce A. Alors, on peut regarder que quand A égale 0, la fonction vaut toujours 0. Que des 0. Quand A n'est pas égal à 0, la fonction est équilibrée. Donc, il peut peut-être se passer quelque chose. Et on veut trouver donc ce A. Alors là, ce coup-ci, comme il y a un n bits à apprendre, on peut utiliser des outils très simples, classiques, théorie de l'information éventuellement, pour montrer qu'il faut n requêtes dans le cas probabiliste. On ne pourra pas apprendre ces n bits de A sans poser au moins n requêtes. Et en fait, c'est facile, là, j'ai donné l'algorithme. Il suffit d'évaluer f en le mot qui est partout 0 sauf un endroit où j'ai mis un 1 en position i, et on voit que le résultat, c'est AI. Donc je vais poser ces n requêtes et je vais apprendre A. Quantique, voilà, donc une seule question suffit. Et là, on est content, on est plus content parce qu'il y a une séparation entre probabiliste et quantique. Elle est exponentielle, 1 versus n. Elle n'est pas aussi spectaculaire, enfin même plus qu'exponentielle, aussi que elle n'est pas 1 versus 2 puissance n, mais séparation avec le probabiliste. Alors voici le circuit, bien sûr c'est toujours le même, c'est ça qui est surprenant, et on va montrer qu'en sortie on a A. Alors ça, encore une fois, ce n'est pas complètement surprenant. Théorie de Fourier, ça doit se passer. Et on mettra un peu de théorie derrière tout ça la semaine prochaine. Donc le circuit, je recommence. Alors le début, on l'a déjà fait. J'appelle la fonction. Et maintenant, je vais dire que je sais que la fonction, c'est a fois x. Donc j'appelle la fonction, donc j'ai a fois x devant le x. Ici. Et là, si on prend un peu de recul, on se rend compte que c'est simplement l'image de l'état A par notre transformée de Fourier, parce qu'on voit que c'est la somme sur x de A fois x. Donc cet état est simplement l'image par la transformée de Fourier de l'état A. Et si vous vous souvenez, une Hadamard au carré, c'est l'identité. Transformée de Fourier, comme c'est une composition en parallèle de porte de Hadamard, au carré, ça sera encore l'identité. Donc si je fais encore un Hadamard, bien sûr, donc encore une transformée de Fourier globale, donc encore un Hadamard sur chacun des bits, la transformée de Fourier disparaît, et donc je n'ai plus que A. Voilà, ce qui est agréable de voir, c'est que on avait un peu peur du calcul, mais c'est très rapide à faire si on utilise des propriétés algébriques. On voit aussi qu'on commence à utiliser les propriétés algébriques, donc en lien avec la transformée de Fourier, et c'est ce qui va guider une première partie des algorithmes quantiques qui seront découverts, et on les présentera la semaine prochaine. Donc on a une séparation, on est content quand même. Voilà. Maintenant, je suis allé un peu vite sur le SF. Je me dis, voilà, c'est naturel de considérer, quand on appelle une fonction, qu'on puisse mettre la valeur de la fonction dans la phase. Donc, une partie maintenant du cours consiste à justifier ça. Et on va justifier ça en motivant un peu une question qui est très importante, c'est au fond, est-ce que les ordinateurs quantiques sont au moins aussi puissants que les ordinateurs classiques? Donc moi, je vais poser la question, est-ce que les circuits quantiques sont au moins aussi puissants que les circuits classiques? Lorsqu'un circuit classique calcule une fonction, un peu au sens que j'ai déjà défini,
est-ce que je vais pouvoir trouver un circuit quantique qui calcule aussi cette fonction avec une taille comparable? Ça, c'est quand même important de se poser cette question un jour. Alors, et de façon surprenante, cette question avait été résolue avant qu'on définisse les ordinateurs quantiques. Ça, on a de la chance, presque. Donc, il a été défini ce qui était le calcul réversible, et on va voir que le calcul réversible est en fait un calcul quantique, donc le problème est déjà résolu. Alors, comment fait-on pour transformer un calcul classique en circuit quantique? Alors d'abord, peu importe comment écrit le calcul, donc il y a plusieurs façons de faire, mais ici, celle que je vais présenter, va simplement dire, on va simplement commencer par écrire le circuit logique, un circuit voilà, qui calcule notre fonction, avec des portes, voilà, et ou négation, par exemple. Mais en fait, je vais demander plus. Je vais demander à ce que le circuit logique soit réversible. Et alors, une porte négation est réversible. Quand vous faites la négation d'un bit, vous pouvez revenir en arrière. Quand vous faites le et de 2 bits, vous avez en sortie déjà qu'un seul bit, donc c'est impossible de revenir en arrière. Et il se trouve, donc je vais parler très rapidement de la portopholie, donc 2 fois contrôle note. Ce n'est pas tellement important de savoir ce que c'est pour nous, savoir que ça existe. Donc c'est une porte qui agit sur 3 bits. Elle est universelle pour le calcul logique réversible. C'est-à-dire que vous pouvez écrire n'importe quel circuit logique réversible uniquement avec des portes de Toffoli. Alors, je n'ai pas dit ce qu'était un circuit logique réversible, simplement un circuit composé uniquement de portes réversibles, c'est-à-dire que quand vous regardez les sorties de vos portes, vous pouvez revenir en arrière. Et donc, en particulier, il y a toujours autant de sorties que d'entrées. Et ce qui est aussi important de savoir pour notre culture, c'est qu'une portopholie donc agit sur 3 bits, et c'est nécessaire. Il n'y a pas de porte universelle pour le calcul réversible à 2 bits. Et c'est d'autant plus surprenant que le calcul quantique, comme c'est des transformations unitaires, elles sont par définition réversibles, mais dans l'espace des superpositions, là, 2 bits suffit. Donc là, il y a une petite différence qui est appréciable. Et enfin, donc, une fois qu'on a fait cette transformation, c'est de regarder ce circuit et de dire que si on l'interprète comme un circuit quantique, eh bien, c'est bien une transformation unitaire. Pourquoi? Parce que chaque porte étant une transformation réversible, fait une permutation des états de base, et une permutation, une transformation unitaire. Donc étendre chaque porte réversible par linéarité sur toutes les superpositions donne bien une transformation unitaire. Alors la question, bien sûr, c'est est-ce qu'on peut écrire n'importe quel calcul classique en un circuit alors, en un circuit logique, oui, on sait, mais en un circuit logique réversible, est-ce que ça ne coûte pas cher? Ça pourrait être une des questions. L'autre, alors je vais y répondre tout de suite. Juste avant, j'ai parlé juste de calcul probabiliste pour dire que Dutch-Chat, c'était peut-être pas si bien parce qu'ils citaient des calculs probabilistes qui faisaient pas si mal leur travail sur ce problème. Donc, comment je vais transformer un calcul probabiliste? Alors, qu'est-ce qu'un calcul probabiliste? C'est simplement un calcul ayant en entrée, en plus, des bits aléatoires. Donc, une fois que ces bits aléatoires sont donnés, le circuit est tout à fait déterministe et logique. Donc, comment je vais simuler ces bits aléatoires? Eh bien, je vais utiliser notre générateur aléatoire quantique fait avec la porte de Hadamard. Donc, partout où je vais avoir besoin d'un bit aléatoire dans un circuit logique réversible, je vais simplement mettre un 0, puis une porte de Hadamard, et puis continuer mon calcul. Comme je vais le faire avec ces bits logiques que des opérations contrôlées, je vais les utiliser, je ne vais pas les modifier. Je peux même supposer que je les observe, c'est mon transparent de tout à l'heure, et quand j'observe ces bits, ils sont bien aléatoires. Donc on voit que les choses commencent à se compléter les unes des autres. Alors, et la question fondamentale, c'est quel est le coût? Eh bien, on a de la chance, c'est assez simple. Il suffit de transformer chaque porte de mon circuit et non ou par une porte de Toffoli. Et la transformation est bien faite. Il y a une correspondance 1-1. Parfois 1-2, c'est parce qu'il faut générer des 1, mais c'est vraiment, ça coûte très peu. Et donc, une fonction f qui se calcule par un circuit logique de taille L et de profondeur D peut être réalisée par un circuit réversible avec des paramètres de même taille. Ça, c'est très bien.
Alors, il y a un petit warning qui est important, c'est qu'on va utiliser plus de bits parce que chaque porte, simplement, vous voyez ici, était potentiellement sur 2 bits, maintenant elle est sur 3 bits. Donc je vais augmenter le nombre de bits nécessaires. De combien? Du nombre de portes. Ce n'est pas si grave qu'on fait de la complexité de la théorie. En pratique, si je veux vraiment implémenter sur un circuit de petite taille, ça peut être problématique. Et là, on a de la chance parce qu'il y a toute une série de travaux qui ont été faits qui permettent d'optimiser ces paramètres. Voilà. Donc, soit on est plus profond, mais avec moins de bits supplémentaires. Donc, tout ça, il y a toute une littérature qui nous permet vraiment d'être très fin. Donc, c'est très bien. Hein. Tout calcul classique peut être transformé en calcul quantique et même en circuit quantique. Donc, c'est très bien pour nous. J'ai dit que je générais des états en plus, enfin j'utilisais des bits en plus. Donc là, il y a une petite difficulté qui est qu'on aimerait qu'à la fin du calcul, ces bits, déjà on puisse éventuellement les réutiliser. Et pour les réutiliser veut dire en gros pouvoir les réinitialiser. Alors les réinitialiser, c'est important même en calcul quantique, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait des bits de travail qui traînent peut empêcher des interférences. Donc ça, c'est peut-être un peu difficile à apprécier, mais c'est important. Donc se pose la question, est-ce qu'on peut effacer ces bits? Alors ça a l'air d'être contradictoire. Je ne peux pas effacer vu que je suis en calcul réversible. Et bien, la réponse est si on peut. Donc dans le théorème précédent, je peux avoir ce qu'on appelle une forme normale. C'est-à-dire que si j'ai un circuit qui calcule une fonction, je peux demander qu'il soit exactement sous cette forme-là. J'ai en entrée 3 registres, x, qui est mon entrée, y, qui est une nouvelle entrée, et 0, mes bits de travail. Alors, supposons que cette entrée est à 0 pour le moment. Et en sortie, je vais avoir x que je garde, f de x, et mes bits de travail sont revenus à 0. Alors, pour montrer la réversibilité, j'ai besoin de dire ce qui se passe lorsque je n'ai pas 0 ici. Donc, quand je n'ai pas 0, j'ai cette formule-là qui me dit que je fais le OU exclusif, bit à bit, du résultat de la fonction avec y. C'est-à-dire, chaque bit, je fais la somme modulo 2. Et le OU exclusif est réversible, c'est-à-dire quand je fais y plus y, ça fait 0. Donc regardons ce qui se passe si je fais 2 fois ce circuit. Donc au début, ici, j'ai 0, par exemple. Là, je me retrouve avec f de x. Maintenant, je fais encore le circuit, mais ici, j'ai f de x. Ici, je vais donc avoir en sortie f de x plus f de x, et je suis donc revenu au point de départ. Donc déjà, au moins, en tant que transformation, cette opération a l'air réversible. Et donc, pourquoi tout circuit réversible peut être supposé calculer la fonction de cette forme? Je mets la preuve, parce qu'au fond, elle est très simple. J'ai un premier circuit réversible qui fait son travail, et je rajoute mon y. Et il a besoin de bits de travail, on le sait. Je vais faire un contrôle note de chacun des bits de sortie où il y a le résultat il y a le f de x avec le y. Donc un contrôle note fait en fait une sorte de duplication et en fait fait exactement l'opération que je voulais, c'est-à-dire fait un OU exclusif sur le deuxième bit. Et je fais ça bit à bit. Donc en le faisant bit à bit, j'ai créé mon y plus f de x. Et je vais utiliser que mon circuit est réversible. Si mon circuit est réversible, je vais mettre son inverse ici, qui est simplement, si vous avez votre circuit, c'est parcourir votre circuit en sens inverse, où chaque porte est remplacée par son inverse. Et je dois revenir au point de départ. Donc ce n'est pas, au fond, pas surprenant. Ça m'a coûté de le faire 2 fois, mais c'est un facteur constant, et pour moi, les facteurs constants sont négligeables. Donc, tout circuit réversible qui calcule une fonction, on peut supposer qu'elle la calcule comme ça. Et ce qui est agréable, c'est que les bits de travail sont revenus à leur point de départ, peu importe le calcul. Et donc, je supposerai ça, bien sûr, aussi pour le calcul quantique. Et là, donc, je suis presque prêt à justifier pourquoi ma fonction, ma porte SF était raisonnable. Que je vous ai dit que l'oracle était un peu comme une procédure. Donc je pourrais supposer que ma fonction est calculée par un algorithme classique. Et je peux poser la question, est-ce qu'il y a un algorithme quantique de même complexité qui résout mon SF, qui fait ma porte SF? Et donc, voici la réponse. Donc, on vient de voir une forme normale particulière, qui était que quand je mets x0 en entrée, j'ai xf de x, mais si je mets y sur mon bit de travail, eh ben, j'ai ce OU exclusif. Donc, prenons le cas où je n'ai en sortie qu'un seul bit,
qui était le cas des problèmes à oracle précédents. Alors, en fait, j'ai utilisé une autre forme normale. J'ai utilisé tout à l'heure la forme normale où je n'utilise pas de registre Y, et je mets dans le signe de l'amplitude la valeur de la fonction plus ou moins 1. Ça, je vais pouvoir le faire a priori plus ou moins 1 n'a un sens que si la fonction prend que 2 valeurs. Alors si elle prend plusieurs valeurs, il y a moyen de jouer avec les racines de l'unité, mais je n'en parle pas ici. Donc c'est très bien de définir une deuxième forme normale, mais il faudrait encore que ces formes soient équivalentes. Alors, excusez-moi, il y a un copier-coller qui est resté là. Donc, on va montrer qu'il est possible, en fait, de transformer mon UF en un SF. Et là, ça sera assez satisfaisant, parce que si j'ai une fonction qui est calculable par un algorithme classique, je sais que j'ai un circuit quantique qui me résout ce UF, c'est la forme normale, et donc j'en déduirai qu'il y a un autre circuit qui fait ce SF. Donc j'ai le droit, quelque part, c'est légitime. Alors, voici la réduction. Donc je vais montrer comment, à l'aide de UF, la forme normale précédente, réaliser la transformation SF. Et donc, j'ai besoin de dire ce que je vais mettre sur le bit de plus, le bit Y. Et donc, ce que je vais mettre, c'est simplement une superposition uniforme avec un signe moins, donc 0 moins 1 sur racine de 2. Et donc ça, c'est une astuce, mais qui est très agréable. Et on va se rendre compte que lorsqu'on fait ça, on se retrouve avec SF appliqué sur le premier registre, et le deuxième registre est inchangé. Quelque part, c'est une sorte de catalyseur, ce registre. Alors, pour démontrer un tel résultat, comme c'est une transformation linéaire, il suffit de le faire sur les états de base et en étant par linéarité. Donc, prenons le circuit, la transformation unitaire UF, et mettons en entrée X et cette superposition. Donc, je sais que F va avoir un OU exclusif avec 0 et 1 en sortie. Et comme j'ai une superposition, je le fais sur les deux par linéarité. Donc, f de x ou exclusif 0 va me faire f de x, et f de x ou exclusif 1 va me faire la négation en fait, de f de x. Donc, il y a deux cas. Soit f de x égale 0, dans ce cas-là, j'ai 0 moins 1, soit f de x égale 1, dans ce cas-là, j'ai 1 moins 0. Donc, en conclusion, j'ai en entrée 0, en sortie 0 moins 1, mais si je vais mettre le signe devant, j'ai plus ou moins 1 en fonction de la valeur de la fonction. Alors, pourquoi j'ai gagné? Alors, on a l'impression que je n'ai pas gagné parce que le moins 1 n'est pas du bon côté. Il est sur le deuxième registre. Mais là, c'est la propriété du produit tensoriel. Le scalaire, on le met où on veut. C'est le même état. Donc, rien ne m'empêche de mettre le moins 1 puissance f de x sur le premier registre. Et donc, on a démontré cette observation. Alors on n'est peut-être pas complètement content parce que quand même, il faut créer cet état. J'avais dit qu'on ne mettait que des zéros. On sait le créer, c'est presque Hadamard. Donc, c'est Hadamard appliqué sur 1. Donc, il suffit que je mette le petit circuit qui crée cet état. Donc, maintenant, si je mets au lieu de mettre cet état, je mets la porte note, la porte Hadamard, appliquée sur 0, j'aurai mon 0 moins 1. Puis à la fin, je sais que je récupère 0 moins 1, mais il faut que je le déface. Donc Hadamard la ramène sur 1 et le note la ramène sur 0. Donc je démontre ici que la forme normale numéro 2 se déduit de la forme normale numéro 1. Et quelque part, je justifie ce modèle d'oracle. Je n'ai pas vraiment triché. OK. Alors, dernière partie du cours, j'ai parlé de circuits. On voit qu'il faut les construire à la main. Est-ce qu'au fond, c'est ça un algorithme quantique? Parce qu'au fond, je suis en train de dire que pour chaque taille de mon entrée, là, je travaille avec des mots de n bits, il faut que je construise un circuit. Un algorithme quantique, en général, un algorithme classique, on ne l'écrit pas pour chaque taille de l'entrée. Il est paramétré par la taille de l'entrée. Donc je dois faire un petit effort supplémentaire. Alors j'ai besoin de ce qu'on appelle une notion d'uniformité. C'est-à-dire qu'un algorithme
est un objet qui est fini, une suite finie de caractères. Si pour chaque taille de l'entrée, je dois écrire un circuit, j'ai quelque chose qui ne correspond pas. Donc, un ensemble de circuits, donc dans le cas de Dodgesa ou Bernstein-Vazirani, pour chaque paramètre n, j'avais un circuit Cn. Donc il faudrait que cette famille générale soit décrite par un objet fini. On sent que c'était un peu le cas. Hein. J'ai fait mon dessin, j'ai mes tenseurs n. On sent que je n'ai pas eu besoin d'écrire quel était le circuit pour chaque valeur de n. Donc il faut formaliser ça. Donc la convention que je vais prendre, et qui est maintenant une des conventions prises, c'est qu'on va demander à ce que cet ensemble de familles de circuits soit décrite par un algorithme classique. Cet algorithme prend en entrée n et me donne en sortie mon circuit. Donc la description. Donc c'était un peu le cas. Hein. Je disais simplement faire une porte de Hadamard sur chacun des bits, appeler la fonction, refaire une porte de Hadamard sur chacun des bits. Donc c'est ça mon algorithme, un nombre fini de caractères. Quelle va être la complexité du coup d'un algorithme? Il faut le temps déjà pour décrire le circuit. On l'a peut-être négligé, mais ça peut être complexe. Il faut le temps pour le décrire, puis il faut le temps pour simuler le circuit. Alors, quand on réfléchit, le temps pour le décrire, c'est la taille, hein, c'est le nombre de portes globalement, c'est au moins la taille. Et le temps pour le simuler, ça dépendra de l'architecture. Certaines architectures, ça sera en fonction de la profondeur. Mais on voit bien que la somme des deux, c'est globalement quand même la taille du circuit. Et puis on peut aussi regarder de quel espace j'ai besoin. J'ai besoin de l'espace pour décrire le circuit et l'espace pour simuler le circuit. Alors là, on voit que je mélange un peu l'espace classique et quantique. C'est pas forcément le même. Mais on pourrait se demander pourquoi s'arrêter là, au fond. Pourquoi l'algorithme ne servirait qu'à décrire un circuit? On sait faire tellement de choses avec des algorithmes classiques, pourquoi est-ce qu'on devrait à chaque fois nécessairement tous les transformer en circuits quantiques? Peut-être que des fois, on n'a pas besoin. Quand je vous ai dit, il suffit pour améliorer la probabilité de succès, il faut itérer plusieurs fois le circuit et puis prendre la majorité, peut-être qu'on n'a pas envie de passer en calcul réversible et mettre un circuit quantique pour tout ça. On sent qu'il suffirait qu'un algorithme pilote un circuit quantique. Et donc, ça va être ça, mon modèle. Donc, qu'est-ce qu'un algorithme quantique? Il a deux types de ressources. Une mémoire classique. D'un point de vue théorique, c'est inutile, mais d'un point de vue pratique, c'est utile, entre autres pour limiter le nombre de ressources quantiques, et une mémoire quantique. Alors je compte en bits ou en qubits, mais bien sûr après on généralisera pour n'importe quelle valeur. Ça peut être des entiers, des réels, etc. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire deux choses. Premièrement, on peut faire des opérations quantiques, bien sûr. Qu'est-ce qu'une opération quantique? C'est préparer un registre, donc un qubit ou un ensemble de qubits, dans un état classique. On avait vu tout à l'heure qu'on voulait mettre en entrée notre circuit X. Donc voilà, on peut faire ça. L'algorithme, on peut faire ce genre d'opération. On peut ensuite décider d'appliquer une porte sur cette mémoire ou une série de portes, donc un circuit, donc qu'il faut décrire. Et on peut mesurer certains des bits quantiques. Et à quoi sert l'algorithme classique? Sert à contrôler tout ça. Donc, on a un algorithme complètement classique, donc qui nous permet de nous rassurer que j'ai un objet fini. On parle d'uniformité, qui peut alterner entre du calcul classique et des opérations qu'il effectue sur la mémoire quantique. Et ces opérations sont une de ces trois opérations. Rien de plus. Okay. C'est ça l'algorithme quantique, c'est la version un peu moderne, mais qui est acceptée depuis un moment. Il y a d'autres variantes, bien sûr, mais moi, c'est celle que j'utiliserai dans mon cours. Donc, j'ai le droit d'alterner classique quantique, et le calcul classique sert à contrôler la mémoire quantique, les opérations qu'on fait dessus. Alors, exemple. Donc là, je prends le langage Qiskit, dont j'ai parlé au début, hein, qui est open source, développé par IBM, et qui donne aussi un support un peu pédagogique, et nous permet aussi de conforter un peu quelle est l'intuition algorithmique quantique, qu'est-ce qu'un algorithme quantique, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et donc là, il y a toute une librairie. Donc là, j'ai simplement repris ce qui existait. Hein, donc il y a une page web où on peut aller chercher le circuit pour Bernstein-Vazirani. Et on voit, donc je vais aller rapidement, hein,
ce que fait ce circuit, ce programme, en fait, maintenant, c'est un programme. Donc d'abord, vous voyez, on décrit une nouvelle variable qui est un circuit. Alors cette variable est intéressante, elle a n plus 1 bits quantiques et n bits classiques. Les bits classiques vont servir à stocker les résultats des mesures. Et là, il y a une préparation. Vous voyez, c'est la préparation pour la forme normale, hein, SF. Donc on prépare l'état 0 ou moins 1. Donc quand on veut, donc on envoie hein, au circuit ce qu'il doit faire. Donc là, il doit appliquer la porte de Hadamard sur le nème bit, et Z, c'est la porte négation sur le nème bit. Donc on numérote à partir de 0, c'est pour ça que ça fait, en fait, c'est le n plus unième. Et puis là, on va appliquer la porte de Hadamard sur chacun des bits. C'est la première transformée de Fourier. Là, on concatène le circuit avec l'oracle, qui est dans la forme normale ici UF. Puis on réapplique la transformée de Fourier, et enfin on observe, donc les résultats sont mis dans le bit classique correspondant. Donc il faut quand même définir ce qu'est l'oracle. Donc l'oracle est défini ici. Donc là j'ai mis la valeur cachée A. Donc il y a des petites astuces, hein, comme dans tout langage de programmation, il faut inverser parce que la numérotation est particulière dans Qiskit. Là je récupère la taille de A. Et puis je fais, c'est quoi mon oracle? C'est un circuit quantique à n plus 1 bit. Là, je n'ai pas de circuit classique. Et puis là, je suis en train de faire un contrôle X. Donc, je fais en fait mes ou exclusifs contrôlés en fonction du fait qu'il y a un 1 ou pas. Alors, ce qui est très joli ensuite, c'est qu'on peut demander à Qiskit d'afficher le circuit. Donc là, on voit les portes de Hadamard. On voit qu'on a créé le petit état particulier 0 ou moins 1. Là, j'ai le circuit qui correspond à UF, et j'ai à nouveau mes portes de Hadamard. Donc je trouve d'un point de vue pédagogique, on comprend ce qu'on a fait, on comprend ce que ça veut dire d'écrire un circuit quantique. Alors, bilan et un peu plus. Donc, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On a démontré une supériorité. La dernière, c'était par le problème de Bershaïn-Vazirani. On a même écrit l'algorithme qui correspondait à ça. Et quelle supériorité? Donc il y avait un modèle d'oracle. Hein, et en termes de requêtes, donc en classique, il en faut n, et en quantique, une seule. Et en termes de temps, on regarde on indique le temps, c'est quoi? C'est le temps de description, temps de simulation, en gros la taille. Donc combien de portes j'avais? J'en ai n pour la première porte de Hadamard. L'oracle, je ne compte pas, parce que l'oracle est très particulier ici. Donc je vais dire que ça coûte 1, ou ça coûte 0, c'est à part. Il est déjà compté dans les requêtes. Et encore de mes portes de Hadamard. Donc c'était 2n. En classique, vous pouvez aussi regarder, c'est de l'ordre de n. Donc c'est au moins n. Pourquoi c'est au moins n? Parce qu'il faut au moins poser les requêtes. Okay. Donc il y a au moins n. Il faut préparer les questions. Donc là, on n'est pas content. Ce n'est pas si extraordinaire. On dit voilà, c'est complètement artificiel, c'est un oracle. Donc moi, ce que je voudrais, c'est quand même démontrer, même avec un problème à oracle, il y a une remise en question de la thèse de Church-Turing dans sa variante quantitative. Donc je vous propose d'essayer. Alors là, on va dire, je suis encore reparti sur... Non, avec ce qu'on a. Donc on n'a que cette fonction. Okay. Alors l'idée, et c'était ça dans le papier de Bershaïn-Vazirani déjà à l'époque, c'est de définir maintenant un problème un peu récursif. Et je vais faire que les premiers niveaux. Et donc ils ont appelé ce problème récursif Fourier sampling, qui n'a rien à voir avec le Fourier sampling, mais il y a l'idée que derrière, il y a une théorie de Fourier, une transformation de Fourier quantique qui permet de le résoudre. Donc maintenant, je vais avoir 2 oracles. Là, c'est l'exemple à 2 niveaux, puis quand il y a plusieurs niveaux, il y a plus d'oracles. J'en ai 2. Alors, regardons le premier. Donc, et déjà, j'ai plus de variables, j'ai plus de bits. J'ai 2 registres, chacun de n bits, et le résultat, c'est toujours 0. Donc, x et y, c'est pour chacun de ces registres. Quand je fixe mon x, disons qu'il est fixé, j'ai mon problème de Bershaïn-Vazirani pour le y, mais mon a dépend de x, bien sûr. Donc, j'ai une fonction qui est comme ça. Donc, pour chaque fonction, pour chaque x, je pourrais calculer le a de x en temps n, une requête, avec mon algorithme de Bershaïn-Vazirani, puisque j'ai accès à cette fonction. Et j'ai une deuxième fonction, bien sûr, il faut que je fasse plus. Cette fonction, quelque part, c'est
simplement ma fonction de base, hein, b fois x. Donc lorsqu'en entrée j'ai x. Mais pour avoir ce b fois x, donc je ne connais pas le b, il faut que je mette dans la deuxième variable ce a qui correspondait à x fixé. Donc il faut que je l'ai. Sinon j'ai 0. Je revois 0. Donc pour pouvoir évaluer ma fonction de sorte qu'elle me fasse ce b fois x, il faut que je force, quelque part dans le problème, à résoudre le problème de Bernstein-Vazirani pour f à x fixé. Alors ça, c'est astucieux, c'est complètement classique. Et on peut regarder ce qui se passe d'un point de vue nombre de questions et temps. Alors déjà, en classique, on sait que pour résoudre ce problème-là, il faut n requêtes. Mais pour évaluer à chaque fois la fonction, il faudra que je trouve le a de x, donc il faudra encore n requêtes. Donc je fais le produit des deux, ça fait n carré. On peut formaliser ça. Donc j'ai augmenté le nombre de requêtes, n carré. Et on va montrer que 3 requêtes suffisent en classique, donc ça a un peu augmenté, et le temps reste linéaire. Donc là, je commence déjà à avoir une séparation n carré. Alors l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est d'utiliser Bernstein-Vazirani à cette fonction que j'appelle grand F, qui à x associe justement b fois x. Donc l'idée, c'est de montrer comment en quantique, je peux facilement, étant donné x, simplement appeler l'oracle en x à x. Ça semble facile, hein, vu qu'il suffit d'appeler le problème Bernstein-Vazirani sur cette fonction-là à x fixé, mettre le à x, etc. Et on va voir qu'il y a un point technique qui est que f doit être sous forme normale. Hein, il ne doit pas avoir de traces de calcul. Donc faisons-le. Donc le but, étant donné x, je veux simuler SF, donc, où grand F fait b fois x. Alors je le fais étape par étape. Je commence avec x, bien sûr, et bien sûr j'ai besoin d'un bit de travail, 0. Je vais appliquer Bernstein-Vazirani sur le deuxième registre. Alors on a de la chance, hein, Bernstein-Vazirani produit exactement la solution, sans espace de travail supplémentaire, rien, c'est propre. Donc j'obtiens tout de suite AX sur le deuxième registre. J'ai mon X AX, donc je peux du coup appeler le deuxième oracle, et comme j'ai bien mis AX sur le deuxième registre, je vais appeler la fonction comme je le voulais, et donc je vais obtenir dans la phase B fois X. Est-ce que je suis content? Je suis passé de x0 à la phase est correcte, mais j'ai cet AX là. Et ce n'est pas dans mes hypothèses. Dans l'hypothèse, je dois faire qu'un changement de phase et rien écrire. Donc il faut que j'enlève ce AX. Alors c'est un peu ce que j'ai expliqué tout à l'heure, il faut revenir en arrière. Donc je vais simplement appliquer le circuit de Bernstein-Vazirani, mais à l'envers, donc la droite vers la gauche. Je remplace les portes par leur inverse. C'est facile, Hadamard c'est son prof inverse, et SF c'est son prof inverse. Donc je vais juste de la droite vers la gauche. Il se trouve que la droite vers la gauche, c'est comme la gauche vers la droite dans ce cas-là, donc je refais le circuit. Et j'ai effacé le deuxième registre. Donc bilan, combien de requêtes j'ai fait? Une ici, dans Bernstein-Vazirani, une deuxième ici pour appeler la fonction, et une troisième ici pour effacer. Donc j'ai fait 3 requêtes, pas 2, on va prendre les 3. Quel est le temps? Alors, ici, le temps de simulation, c'est le nombre de portes du circuit de Bernstein-Vazirani, c'est donc 2n. Mais je fais le circuit inverse, c'est donc 4n. Puis n'oublions pas que je me sers de cet oracle pour le remettre encore dans un algorithme de Bernstein-Vazirani. Donc j'ai encore 2n et je suis donc à 6n. Alors, on peut continuer comme ça. Et on a une petite récurrence sympathique qui se met en place. Donc si j'ai plusieurs niveaux, la complexité classique du niveau suivant augmente d'un facteur n, et la complexité quantique n'augmente pas trop. Et si on joue un peu avec les choses, on va pouvoir faire une séparation qui est, comment dire, de l'ordre de polynomial pour le quantique en temps et super polynomial, donc presque exponentiel, pour le classique. Donc si on le fait proprement, on arrive à n carré et n puissance log n. Et donc ceci est une violation
de la thèse, une réfutation de la thèse de Church-Turing, dans sa variante bien sûr quantitative et pas qualitative. En revanche, j'ai besoin d'un oracle, et l'objectif, entre autres, de la semaine prochaine, c'est de retirer cet oracle, puis même de faire un peu mieux. Donc j'ai terminé, quelques références. Donc, il peut être intéressant de lire l'article historique de Berkshire-Vazirani pour voir peut-être plus de détails, plus d'applications, puis voir aussi le style de l'époque. Tout est fait avec des machines de Turing. Pour en savoir plus sur les portes quantiques, pourquoi elles sont universelles, voir les mathématiques qui sont très jolies qu'il y a derrière, entre autres algèbre de Lie et de géométrie, je recommande ce livre de Kitaïev et ses co-auteurs. Et puis pour s'entraîner un peu sur la programmation, donc manipuler les circuits et programmer les petits algorithmes, donc je recommande ces outils développés par IBM. Et donc, bien sûr, le séminaire qui suit, qui va nous montrer comment on peut raisonner et voir d'autres modèles de calcul. Merci.